Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Dans les épisodes précédents, on a acheté beaucoup trop d'ETF sur le marché américain, donc il est temps de diversifier géographiquement. Et pour ça, j'ai choisi d'acheter un ETF Europe. Ce sera également l'occasion pour moi de tout expliquer sur ce placement. J'ai préparé 5 ETF pour cette vidéo qu'on va analyser ensemble et puis j'en choisirai un que je vais ajouter à mon portefeuille. Pour rappel, un ETF est un fonds coté en bourse dont l'objectif est de répliquer la valeur d'un indice. Dans notre cas, un ETF Stoxx 600 va répliquer la performance des 600 plus grosses entreprises européennes. Tu verras que les performances passées de ces ETF sont moins impressionnantes que celles du marché américain, mais je pense que ça a du sens afin d'avoir plus d'opportunités de cash out à l'avenir. Cash out. Imaginons que le marché américain chute et que l'Europe tire son épingle du jeu. Scénario peu probable, on est d'accord, puisque le S&P 500 affiche un rendement exceptionnel à long terme. Cependant, tu sais que les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Et de ce fait, rien ne nous garantit que le S&P 500 sera le meilleur placement des prochaines décennies. Et je te pose la question, est-ce que le S&P 500 ne nous aurait pas donné tout ce qu'il avait à donner? Avec l'ascension d'Apple, Microsoft, Amazon, etc., je vois mal ces entreprises faire encore des x2, des x3 ou des x4. Je vois également mal ces géants faire faillite et laisser leur place à de nouvelles pépites. Donc si ces entreprises géantes restent en place et qu'elles évoluent peu finalement, est-ce que le S&P 500 ne risque pas de stagner ces prochaines années? Autre critère important, ce sont les technologies, puisque le S&P 500 est très exposé à ce secteur. Alors que tu le verras pendant la vidéo, les ETF Europe, c'est complètement différent. On est un petit peu à un tournant en matière d'économie, notamment avec la transition énergétique, donc les tendances futures peuvent être très différentes des tendances qu'on a connues. Bref, c'était mes réflexions personnelles de début d'épisode. Je me trompe peut-être, tu me diras ce que tu en as pensé en commentaire. En attendant, moi je vais aller acheter des ETF Europe. J'en ai donc préparé 5 qu'on va analyser ensemble et comparer, puis j'en choisirai un que je vais ajouter à mon portefeuille. En parlant de portefeuille, on fera un petit récapitulatif du mien à la fin de cette vidéo, mais bon, spoil, tout est dans le rouge. Enfin non, pas tout, mais bon, les marchés sont quand même très fragiles ces derniers temps et réagissent de manière bizarre. Les bonnes nouvelles et les bons résultats ne sont pas forcément suivis de fortes hausses, alors que la moindre mauvaise nouvelle fait subitement baisser le marché. Dernière chose avant de partir sur le premier ETF, si tu vois que tu as un petit peu de mal avec certaines notions, je te renvoie vers les épisodes 1 et 2 de cette série qui sont une petite formation accélérée sur l'investissement en bourse. Lien en fin de vidéo. Alors, j'en ai 3 en Stoxx 600 et 2 en Stoxx 50. 600 pour les 600 plus grosses capitalisations sur le marché européen et 50 pour les 50 plus grandes entreprises européennes. On verra s'il y a vraiment une différence. Sélectionnons en premier le Lyxor Core Stoxx 600. Sur 10 ans, j'ai pas loin de 80% d'évolution. Ce qui est respectable, mais pas au niveau des performances du marché américain. Je t'avais prévenu. À plus court terme, on est sur une tendance baissière et le prix est à 200 €. Graphiquement, c'est pas un spot terrible pour l'achat et on va descendre sur la fiche d'identité. Europe Equity Large Cap avec l'émetteur Amundi qui est bien connu. Pas d'effet de levier, ça c'est bien. Un effet de levier va multiplier tes gains mais également multiplier tes pertes. Donc c'est pas un truc de débutant. L'ETF est physique et capitalisant avec 4 étoiles. Physique, je te rappelle que ça signifie qu'il achète réellement les actions et capitalisant, ça veut dire qu'il va réinvestir les dividendes s'il y en a. Ça a du sens d'un point de vue fiscalité et intérêt composé. J'ai donc 4 étoiles, ce qui est pas mal, et l'ETF étant long, ça veut dire qu'il va suivre le marché. Contrairement aux ETF short, qui eux parient sur la baisse du marché. J'ai tendance à préférer les ETF longs puisque j'investis à long terme et de manière passive, et il faut savoir que les marchés ont tendance à augmenter à long terme. J'ai un TER à 0,30 qui représente en fait les frais. On tourne généralement entre 0,10 et 0,50 donc on est plutôt dans la moyenne. Ça m'a l'air d'être un bon ETF bien classique, c'est ce que je recherche pour débuter. Faisons un tour dans la répartition des actifs, on voit que c'est différent des ETF qu'on avait analysés dans les épisodes précédents. Une belle répartition et tu observes ce que je disais tout à l'heure. La technologie a ici un rôle bien moins important que dans un Nasdaq ou un S&P 500. Donc en plus de se diversifier au niveau géographique, on se diversifie également au niveau des secteurs. Voyons le top 10 des positions, j'ai du Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique il me semble. Nestlé, ça tu connais. ASML, c'est une entreprise industrielle. J'ai Shell, LVMH, Total, etc. Ok, allons voir plus loin dans les prospectus du fonds. Ici, tu peux voir un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, ce qui est relativement moyen.
Parce que 1, 2 et même 3, c'est vraiment des placements qui sont pas risqués, alors que 6 et 7, c'est des placements fort volatiles. J'aime bien également ce petit tableau qui sont en fait des estimations théoriques des gains potentiels. Avec 10 000 € investis, on peut espérer 1 750 € après 5 ans si c'est la grosse crise. Dans un scénario moyen, on aurait entre 8 et 12 000 €, et puis dans le meilleur des mondes, on pourrait tendre vers les 15 000. Au niveau des frais, on me parle de 0,07 et 0,01, c'est donc loin des 0,30 du TER. Faut m'expliquer là. Alors j'ai un autre prospectus qui valide le risque 4. Je peux aussi revoir les positions principales en portefeuille, d'accord. Somme toute un bel ETF qui va nous servir de point de comparaison pour les suivants. Deuxième ETF, il s'agit de l'iShares Core MSCI Europe en 10. J'ai 34% sur 10 ans, c'est un peu triste. En dessous, tu peux voir BlackRock Europe ainsi que la mention physique et distribution. Ça signifie que dans ce cas-ci, l'ETF va te reverser des dividendes. Chose qui ne m'intéresse pas personnellement pour l'instant. N'oublie pas que je te mets tous les codes ISIN en description afin que tu puisses retrouver les ETF et faire des recherches supplémentaires. Si jamais tu es débutant, sache qu'un code ISIN, c'est un identifiant international pour pouvoir retrouver facilement un titre coté en bourse. Je note les frais à 0,12 et je vais quand même aller checker la répartition. C'est plutôt semblable à celui qu'on avait avant, on est bien sur le même genre d'entreprise. Ce n'est vraiment pas une perte de temps de vérifier tout ça parce que parfois on peut tomber sur des ETF assez bizarres. J'ai aussi d'autres documents, selon BlackRock on est aussi sur un risque 4. Par contre ils ont l'air plus généreux sur les estimations. 3 500 € au plus bas et 15 700 € au plus haut. J'essaie un petit peu d'établir une moyenne dans mon esprit. C'est quoi un ETF Europe de base en fait ? Salut, c'est moi qui m'occupe du montage et je me rends compte que je suis aveugle. Cet ETF ne suit en fait pas le même indice. Il suit un indice sous-jacent avec environ 400 entreprises qui se nomme le MSCI Europe. Alors on reste bien sur de l'Europe, mais c'est ce qui explique les petites variations qu'on a pu voir. Voilà, c'est tout. Sinon le reste de la vidéo est vraiment bien. Tu devrais la regarder jusqu'au bout. Pour mon watch time, s'il te plaît. Troisième analyse, encore un iShares et cette fois-ci presque 80% sur 10 ans. Les performances passées ne garantissent toujours pas les performances futures, mais ça peut vouloir dire quelque chose. 66 € la part et on va descendre sur la fiche d'identité. On voit que le TF suit bien le MSCI Europe, qu'il est émis par BlackRock et sans effet de levier. On est sur du physique et capitalisant, magnifique. J'ai des frais à 0,12 et on se dirige vers la répartition des actifs. Rien à signaler de ce côté-là, même si certains pourcentages semblent varier un petit peu. Dans le top 10 des positions, on a quand même du mouvement. Je vois par exemple LVMH qui est plus haut dans le classement. Après, ça ne se joue pas à grand chose. Passons sur des documents un petit peu plus précis. En descendant, on voit que c'est toujours un risque 4. Et plus bas, le tableau des prévisions est sans grande surprise. Du côté des frais, j'ai bien 0,12, mais je vois également 0,06% pour les coûts de transaction. En gros, c'est du 0,18 en fait, mais c'est pas super clair sur ce coup-ci. Voilà pourquoi il faut toujours aller fouiller dans les documents avant de passer à l'achat. Dans l'autre prospectus, on me dit bien 0,12 de TER, alors qu'on a vu que c'était plutôt du 0,18. En dessous, j'ai les principaux titres en portefeuille ainsi que les performances. Je vais un petit peu vite, mais c'est parce que j'essaie de ne pas me répéter. On va terminer avec la répartition des secteurs et la répartition géographique, si jamais tu veux mettre en pause pour tout lire. On est somme toute très classique par rapport aux autres ETF qu'on a analysés. Un dernier iShares et cette fois-ci en SRI. Ça signifie qu'il s'agit d'un investissement socialement responsable. Sur 10 ans, il semble avoir mieux performé, donc en fait c'est tout bénef. En descendant sur la fiche d'identité, je vois du BlackRock en physique et capitalisation avec les 5 étoiles et un TER de 0,20. Formidable. Répartition par secteur, globalement c'est pareil avec néanmoins quelques petites variations. En top 10 par contre, pas mal de changements. Je ne vois plus Shell, ni Total, ni LVMH par exemple, qui ont été remplacés par d'autres boîtes. Alors dans le prospectus, on nous explique qu'il s'agit d'un placement SRI qui sélectionne des entreprises avec une bonne notation ESG. Environnement, social et gouvernance. Ensuite, j'ai un risque 4 sur 7, donc c'est pareil. Par contre, en descendant sur le tableau des prévisions, là, il y a du changement. Puisqu'apparemment, on vise des bas moins bas et des hauts plus hauts. Jusqu'à 18 000 € pour 10 000 € investis contre les 15 000 de tout à l'heure. Concernant les frais, j'avais un TER de 0,20 et ici apparemment ce serait plus que ça. Je peux ensuite te montrer les titres principaux en portefeuille ainsi que les différentes répartitions. Après on a aussi plein d'autres documents mais bon je vais essayer de te faire une vidéo qui n'est pas trop longue. Je te mets toujours les infos en description si jamais tu veux aller plus loin. J'ai bien envie de prendre l'Amundi du début mais le SRI BlackRock qu'on vient d'analyser me plaît également.
Le Lixor d'Amundi est plus basique et classique, c'est un petit peu ce que je cherche pour commencer. Par contre, l'iShares est pour une économie plus durable, ce qui est un peu ce que je recherche également. Il peut y avoir moyen de prendre les deux, ce serait pas ridicule. Avant de faire un choix, on va aller faire un petit tour dans les Stocks 50 qui rassemblent les 50 plus grosses capitalisations boursières sur le marché européen. On va voir si ça change quelque chose. Alors j'ai d'abord un iShares avec 80% sur 10 ans, prix 150 €. En fiche, j'ai du BlackRock Europe en physique et capitalisation. En passant, je vérifie qu'il n'y a toujours pas d'effet de levier et qu'il est en long. Encore une fois, ce sont mes critères actuels qui peuvent évoluer en fonction de la situation. 0,10 en TER, donc des frais qui sont peu chers. Dans la répartition des actifs, j'ai plus de cyclique et légèrement cyclique. Forcément, la partie défensive en prend un coup. Dans le top 10 des positions, j'ai également quelques changements. Par exemple, LVMH qui monte à 6%, ainsi que l'apparition de Sanofi, Siemens ou encore Allianz. Et évidemment, ces entreprises sont également dans tous les stocks 600 qu'on a étudiés tout à l'heure. C'est juste que leur pondération ici est plus importante. Du côté des documents, on a quand même un fonds à 3 milliards en actifs nets. Si je descends voir la répartition géographique, on peut observer une prépondérance pour la France, puis l'Allemagne et les Pays-Bas, tandis que le Stoxx 600 de tout à l'heure, on était plutôt sur du Royaume-Uni, Suisse, etc. C'est parce qu'en fait, le Stoxx 50 prend les plus grosses capitalisations de la zone euro, pas de l'Europe en général. Donc on restreint quand même pas mal les entreprises et on a un ciblage qui est très différent. Ça peut avoir du sens pour cibler par exemple davantage la France ou des entreprises en particulier. Par exemple, à choisir entre un ETF Stoxx 50 et un ETF CAC 40, moi je pencherais pour un Stoxx 50. Après, tout est question de point de vue, ça reste ma réflexion personnelle. On va aller voir l'autre prospectus, j'observe un risque estimé de 5 sur 7. Ce qui est supérieur au Stoxx 600 où tous les émetteurs étaient d'accord pour mettre un risque de 4 sur 7. Toujours dans une optique de conservation pendant 5 ans. Sur 10 000 € investis, on peut au pire avoir 2 700 € et au mieux 16 000. C'est donc un petit peu plus volatile. Rendons-nous sur le dernier ETF de cette vidéo car j'ai trouvé un deuxième Stoxx 50. Il s'agit encore d'un iShares mais cette fois-ci distribuant au niveau des dividendes. J'ai 35% seulement sur 10 ans ainsi que des informations similaires. Le TER est lui à 0,10, mais bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Je te mets les codes ici dans la description si jamais il t'intéresse. Ok, première question, Stoxx 600 ou alors Stoxx 50? Pour un premier investissement Europe, j'ai envie de ratisser large, donc je vais me décider pour le Stoxx 600. Je vais faire des recherches supplémentaires pour les Stoxx 50 et je pourrais éventuellement en prendre un dans un épisode suivant. Deuxième question, lequel choisir puisque j'aimais bien le Lixor d'Amundi qui est plus classique, ainsi que le iShares SRI qui lui est socialement responsable. Je pense me diriger vers ce second choix, puisque des critères ESG et plus durables, je pense que c'est ce vers quoi on tend, particulièrement en Europe. Je vais donc passer à l'achat et après je te montrerai le résultat sur mon portefeuille. Et finalement, rien ne m'empêche de prendre le deuxième plus tard. Alors, avec 56 €, on n'est pas dans la tranche haute, donc ça me paraît être acceptable. À court terme, on est dans le rouge avec une tendance baissière. Je vais en prendre 11 en Best Execution et placer un ordre à 54. Ça signifie que le courtier passera l'ordre uniquement si le prix descend à 54. Je me permets de placer un prix un petit peu en dessous du marché puisqu'on est sur une tendance baissière. En intraday, j'ai vu que le cours descendait régulièrement dans cette zone, donc je pense que ça peut passer. Et 2 € sur 11 titres, ça fait quand même 22 € d'économie, ce qui correspond à 3 fois les frais. Je vais donc signer l'ordre, on a bien 11 titres à 54 € avec 5 € de frais et 7,84 € d'impôt de bourse. J'ai loupé quelque chose là. D'habitude, j'ai pas des taxes pareilles et si je dois payer ça à chaque fois, ça va rapidement commencer à piquer. Je vais donc laisser cet ordre en suspens le temps de faire quelques recherches et plutôt me diriger vers mon second choix. Retour donc sur le Lixor qui coûtait beaucoup plus cher, c'est vrai. Alors j'ai le même genre de performance au niveau des graphiques. On va partir sur 4 unités en Best Execution et je vais aussi mettre un ordre limite un peu en dessous. Je pourrais même mettre moins ici, mais bon. On va passer à la signature, j'ai bien 4 unités et 5 € de frais de courtage, sauf que cette fois on a moins d'1 € d'impôt de bourse. Pourquoi? C'est un mystère. En attendant, je vais confirmer hors caméra et on va passer sur mon portefeuille. Voici la situation le lendemain. L'ordre est passé très rapidement pour le Lixor. J'avais dit que je devais mettre moins cher. Tout est rouge mais pas de panique, on est à très court terme. J'avais 3525 et il me reste un peu moins de 3400. J'ai du ETF Monde, du S&P 500, du Nasdaq et enfin maintenant du Europe 600.
Ici par exemple, c'est 2 jours plus tard, tu vois que tout est dans le vert même si le solde reste négatif. Encore une fois, à court terme, c'est pas vraiment significatif, mais on verra ce que ça donne au fur et à mesure des épisodes. D'ailleurs, dans l'épisode 7, je vais rajouter un ETF pays émergent, alors pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater ça. Pense également aux 2 premiers épisodes si jamais tu veux apprendre les bases de l'investissement en bourse, je te mets la playlist juste ici. Et moi je te dis à la prochaine et surtout merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.